Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une double review à la fois de All In, AEW All In qui s'est tenu dimanche dernier et de WWE Payback qui s'est tenu la nuit dernière. Donc voilà, il y a une double ration de review cette fois-ci. Je ne parlerai pas, je le dis à l'avance, je ne parlerai pas de All Out qui va avoir lieu cette nuit pour des raisons voilà, d'emploi du temps et parce que il y a beaucoup de pay-per-view actuellement et à un moment donné ça tire un peu sur les organismes et je vais pas pouvoir faire la review d'All Out, mais s'il y a des matchs marquants, j'en parlerai bien sûr dans mon prochain Moment So Catch le 1er octobre, ça on verra bien. En tout cas voilà, je vais déjà parler de All In et de Payback. Il y a quand même déjà pas mal de choses à dire sur ces deux pay-per-view, en bien comme en mal, comme d'habitude. Je propose déjà d'aller, on va aller dans l'ordre, par ordre chronologique, pour évoquer donc ces deux shows, Contre vents et marées, donc c'est le titre de ma vignette, et qui résume, je trouve pas mal, finalement les deux, je dirais deux des storylines principales dans les deux compagnies, c'est-à-dire que malgré je dirais, un bateau qui tangue, et ben on résiste et je dirais, on reste lié en dépit des différentes tensions qu'il peut y avoir de temps à autre. Voilà, l'amitié reste forte, le groupe reste uni. Voilà, comment je pouvais résumer ça entre Cole et MJF d'un côté et le Judgment Day de l'autre. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette vignette, je l'ai titrée Contre vents et marées. Voilà, bon, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Je vais d'abord parler de All In. Je vais vous présenter le poster du show avec sa note globale et je vais faire un petit résumé rapide de ce que j'en ai pensé et après j'entrerai dans le détail avec le graphique des notes et j'entrerai dans le détail de chaque match en ne faisant pas trop long à chaque fois. Allez, on va commencer tout de suite donc par All In. Voici le poster avec la note récapitulative. Voilà, ça y est, le poster est là. Donc 3,75. C'est la note globale que j'ai donnée à ce pay-per-view, un show qui était très attendu, qui a globalement bien su remplir son rôle, celui de remplir un stade aussi important que celui de Wembley, nous donnant l'impression d'être à WrestleMania, sans être pour autant à la VVE, et c'est en effet la sensation que l'on a eue en regardant ce show. Un show dont le placement des matchs n'a pas été, je dirais, optimal à mon sens, laissant à nouveau la place du mort au match féminin, après un enchaînement étonnant de deux gros matchs d'affilée. Si tout ne fut pas parfait au niveau de la qualité des matchs, on passe globalement un très bon moment devant ce show, malgré sa longue durée de 4 heures, plus 2 heures de kick-off. Je n'ai pas apprécié certains choix de booking, comme le pin réalisé par Cassidy, Swerve qui essuie une nouvelle défaite, ou bien la House of Black qui perd ses titres face à un trio composé d'un homme de près de 60 ans. Mais heureusement, les gros matchs annoncés ont su tenir leur rang. On aura aussi la dose de fanservice nécessaire avec la double victoire des locaux Saraya et Ospreay. Je déplorerai tout de même le nombre de matchs par équipe un peu trop important et le manque d'affiches en 1 contre 1 à fort work rate, comme un Ospreay contre Omega numéro 3 que beaucoup de gens attendaient, ainsi que l'absence totale d'un grand retour histoire de faire exploser le stade tel que Jamie Hater ou bien Thunder Rosa, histoire de rendre ce show encore plus inoubliable et historique. Mais pour un premier show sur le sol anglais, l'AEW s'en est assez bien tiré et j'espère qu'All In 2024, qui a déjà été annoncé, que lors de ce show on pourra voir certains absents de cette année, comme Bryan Danielson, Zack Sabre Jr., Okada, Thunder Rosa ou Jamie Hater, pour ne citer que. Et dans le détail des notes, alors je vais vous présenter maintenant le graphique. Voici donc ce graphique. Le premier match, je ne l'ai pas noté, voilà, point d'interrogation contre Joe. Je reviens vite dessus parce que je n'ai pas envie de parler de cet individu néfaste et vraiment toxique, qui, voilà, vous savez de qui je veux parler, et je ne parlerai donc pas de son match, très franchement, j'ai pris cette décision déjà au tout début de semaine, donc ça n'a rien à voir avec la nouvelle qui est tombée hier, et qui évidemment, je peux vous le dire tout de suite, est une très bonne nouvelle à mon sens, le fait de l'avoir
évincé. Ça faisait déjà, ça aurait dû ça aurait dû être fait déjà depuis un bon moment. Franchement, je sais pas ce qu'il fallait qu'il fasse pour qu'il soit viré plutôt que ça, quoi. Fallait qu'il tue quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va faire du bien à la compagnie, ça va faire du bien au catch en général. Et je ne veux plus revoir. Et je l'ai déjà dit, je l'avais déjà dit il y a longtemps. Je ne veux plus voir et je ne veux plus revoir cet individu dans le catch. Je ne veux plus le voir, je ne veux plus en entendre parler. Voilà, c'est clair, net et précis. C'est un loup qui est entré dans la bergerie. Certainement un bon coup de com à l'époque, mais il y a un bon coup d'un point de vue marketing, avec du merch qui a bien fonctionné. Mais très franchement, quand on voit l'individu que c'est, au final, on est beaucoup plus perdant que gagnant. Donc très bonne décision, très sage décision de l'avoir évincé. Et voilà, je ne veux pas m'éterniser sur un individu qui n'en vaut pas la peine. Donc désolé pour Samoa Joe, mais je ne noterai donc pas ce match. Donc en ce qui concerne le 3 contre 3 qui a suivi, Omega, Page, Ibushi contre Wyatt, Robinson et Takeshita, 3,75. FTR contre Young Bucks, pour moi le meilleur match de la soirée, 4,5. Le Stadium Stampede, 4,15. Shida contre Baker contre Saraya contre Storm, 2,75. Pour moi le moins bon match. Allin et Sting contre Swerve et Cage, 3,5. Jericho contre Ospreay, 3,75. House of Black contre The Acclaimed et Billy Gunn, 3 étoiles. Et enfin le main event, Cole MJF, 4 étoiles et quart. Voilà, maintenant on va passer tout de suite aux notes dans le détail. Je vais un petit peu plus m'épancher sur les matchs. Alors on va commencer donc du coup, non pas par l'opener, mais par le deuxième match, à savoir donc Omega, Page et Ibushi contre Wyatt, Robinson et Takeshita, 3,75 donc pour la note. Un bon match trio dans l'ensemble, bourré de star power et d'un niveau assez élevé, avec de très belles manœuvres. On sentait dans ce match le build-up d'All Out pour un Omega Takeshita, qui avait d'ailleurs été confirmé pour All Out, qui va avoir lieu cette nuit. Donc certainement un très bon match en perspective qui sera peut-être dans mon prochain top 5. Leurs interactions étaient bonnes et donnaient clairement envie de les voir face à face. Même chose pour Ibushi et Takeshita, Takeshita qui est un peu l'héritier d'Ibushi d'ailleurs. Ibushi n'est pas encore au top, ça s'est senti, mais j'étais très content de le voir, de le revoir, car c'était l'un de mes catcheurs préférés du temps de sa splendeur. Le finish arrive de façon très abrupte, avec Takeshita qui crée la surprise en surprenant Omega avec un roll-up, ce qui n'est bien sûr pas un choix du hasard, de l'optique de All Out. La clim est totale, d'autant plus que le thème de Takeshita, ou plutôt de Don Callis, qui aura résonné dans la foulée, ça fout clairement les jetons, ça refroidit vraiment un stade. Mais voilà, un bon match, avec beaucoup de star power, beaucoup de belles manœuvres, et c'était très cool. Voilà, 3,75, c'était très très cool dans l'ensemble. Le match suivant, FTR contre Young Bucks, 4,5. Le match numéro 3 de cette trilogie, le match décisif, le rubber match, puisque les Young Bucks avaient gagné le premier match à Full Gear 2020 et FTR avait gagné le second à Dynamite en avril 2022. Un excellent match tag entre probablement les deux meilleures équipes du monde, n'ayons pas peur des mots. Comme à l'accoutumée, lorsque ces deux équipes s'affrontent, on a eu le droit à notre dose de clin d'œil, notamment vers les anciens, comme Bret Hart, que les FTR apprécient beaucoup, avec une tentative de roll-up de Harwood sur Nick Jackson similaire au finish de SummerSlam 92, lorsque le British Bulldog avait battu Bret Hart dans ce même stade de Wembley, tout un symbole. Matt Jackson il va imiter aussi Bret Hart pour se moquer de Dax Harwood. Le Spike Pile Driver des Brainbusters aura aussi été appliqué par FTR, comme à l'accoutumée, mais aussi réalisé par les Bucks. On aura eu quelques vols de prise d'ailleurs dans ce match, c'est aussi ce qu'on peut souligner, et tout particulièrement les finisher moves. On aura eu aussi un joli clin d'œil au finish du premier match de la trilogie en 2020, lorsque Cash Wheeler tentera à nouveau une manœuvre aérienne inhabituelle de sa part, à savoir un springboard 450 splash suivi d'un super kick de Matt Jackson, exactement comme en 2020. Cette même prise de risque qui avait justement coûté la défaite de FTR à l'époque. C'est donc assez insensé de la part de Wheeler, mais cette fois-ci Wheeler va se dégager de ce super kick. Un clin d'œil sympa et intelligent en tout cas. J'ai été surpris de voir Cash Wheeler d'ailleurs faire le pin victorieux après les déboires qu'il a connus quelques jours auparavant. Mais en tout cas, je suis content que ce match ait pu avoir lieu au final, car j'étais plutôt pessimiste lorsque l'on a appris la nouvelle de l'arrestation de Wheeler quelques jours auparavant. En tout cas, voilà, c'était vraiment l'un des meilleurs matchs tag de l'année. 4 étoiles et demie, un match vraiment qu'il faut avoir vu. Le match suivant, le Stadium Stampede, 4 étoiles et quart pour la note. C'était assez étonnant je trouve d'enchaîner un gros tag match comme le Young Bucks FTR
avec ce match-là, hein, alors qu'on aurait plutôt eu besoin d'un calm the crowd à ce moment-là du show. Une légère déception de voir que ce match n'était pas véritablement un Stadium Stampede, mais plus, je dirais, un Anarchy in the Arena, car les deux Stampedes qui ont eu lieu précédemment permettaient de se balader davantage dans les coulisses et dans des lieux assez insolites, tandis que là, on aura tout de même passé l'essentiel du temps dans le stade, que ce soit dans le ring, sur la rampe ou dans les tribunes. Les parties ayant eu lieu en coulisses furent assez brèves en fin de compte, hein, ça m'a frustré quelque peu. Bon, ça reste un détail, hein, vous me direz. Comme je le dis à chaque fois dans ce genre de match, je trouve que c'est mieux d'introduire un split d'écran, hein, histoire de suivre l'action au maximum. Ils l'auront fait de temps à autre, hein, mais ça reste insuffisant à mon goût, car on a raté quand même pas mal de choses, hein, tellement ce match fut un énorme bordel. J'ai eu peur hein, quand j'ai vu Penta partir sur blessure assez tôt dans le match, mais j'ai été rassuré de le revoir plus tard hein, sous sa gimmick de Penta Oscuro, même si très franchement ça change pas grand chose hein, entre cette gimmick là et je dirais la précédente. C'est pas comme si on avait par exemple Balor qui revenait en démon Balor par exemple. Hein. Là, c'est juste un changement de couleur. Ouais, Oscuro est censé être plus agressif, mais bon, j'ai pas vraiment vu, on voit pas vraiment une grosse différence, hein, faut le reconnaître. Je suis pas persuadé que cette séquence était vraiment très utile dans ce match. C'est comme faire du fan service, sauf que très franchement, voilà, peu de gens sont réellement fans de Penta Oscuro en plus. Hein. Chapeau à lui en tout cas d'avoir réussi son code raid hein, sur Santana depuis l'échelle, alors qu'elle avait craqué hein, juste avant. C'était sympa aussi de revoir Kingston à la fin, ensanglanté avec sa chaise barbelée, un peu comme lors de l'Anarchy in the Arena où il était revenu également ensanglanté et portant un jerrycan en mode zombie. C'était un peu la même image. Et cette fin de match permet aussi de continuer de raconter la relation ami-ennemi assez complexe hein, entre Kingston et Moxley. Hélas, hein, je déplorais à nouveau la victoire du surpuissant et invincible Orange Cassidy qui n'avait strictement pas besoin de cette victoire d'une part et d'autre part sur le champion ROH en la personne de Castagnoli. Alors si le but est de mettre Cassidy sur le titre ROH, hein, c'est vraiment une idée à la con hein, et pas sûr que cette nouvelle défaite du BCC soit une bonne idée hein, après la défaite déjà subie à Blood and Guts. Pas convaincu par ce choix de booking. En tout cas, bon, ce match fait un joyeux bordel, hein, on passe un bon moment, c'est fun. On pose son cerveau et on kiffe le spectacle. Le match suivant, Saraya contre Britt Baker, contre Hikaru Shida, contre Toni Storm. 2,75 seulement pour ce match. Les pauvres femmes hein, se tapent encore la place du mort, hein, en passant non seulement après un gros tag match, mais en plus après un gros match bordélique bourré d'action. C'est franchement pas leur rendre service. Hein. Là encore, hein, je suis surpris par cet ordre de match. L'un des moins bons matchs de la soirée, hein, sans surprise, hein, j'ai envie de dire, vu comme Tony Khan traite la division féminine. Un match assez moyen globalement, hein, qui vaut surtout pour la tentative de storytelling autour des Outcasts qui sont en train de se déchirer en plein match. Mais j'ai trouvé que la manœuvre était assez brutale, hein, car rien n'avait été teasé auparavant autour d'une quelconque tension dans le groupe. Il aura juste suffi que Storm et Saraya tentent un pin simultanément et que Storm frappe la mère de Saraya par accident pour que tout explose. J'ai d'ailleurs pas trop compris pourquoi Storm avait frappé Ruby Soho hein, lorsqu'elle est arrivée. Une écriture de match qui manque cruellement de subtilité, j'ai trouvé. On est loin de FTR Young Bucks hein, pour le coup. Et à nouveau, on fout le bordel dans un clan, quoi. Donc chose qu'on voit beaucoup trop dans le catch en ce moment, hein, notamment chez VVE. Ça serait bien d'être un peu plus original. Victoire très prévisible de Saraya, hein, qui s'apparente à une victoire maison pour le feel good moment et l'émotion familiale. Je ne suis pas très fan de son boulot dans le ring hein, depuis son retour, mais en termes de publicité, hein, ce choix de championne est sans doute le bon, mais il faudra pas que ça dure trop longtemps non plus. Hein. Si le but est déjà de casser le clan des Outcasts et de refaire turner face Saraya, ça me semble quand même assez prématuré pour faire tout ça, hein, vu le peu d'existence de ce clan d'une part, et le heel turn assez frais hein, finalement de Saraya d'autre part. Saraya championne en tout cas est peut-être fait dans le but de mettre Mercedes Moné en opposition par la suite, hein, elle dont on a vu pas mal de plans hein, durant le show. Et puis bon, il y a un storytelling évident à faire hein, puisque c'était elle, hein, enfin Sasha Banks à l'époque, qui avait gravement blessé Saraya, ou Paige aussi à l'époque, chez VVE hein, durant un live event avec entre guillemets un kangaroo kick hein, dans le dos, hein, à tel point que on croyait que sa carrière serait terminée. Il y aurait donc des choses évidentes à écrire entre les deux. Hein. Le match suivant, Darby Allin, Sting contre Swerve et Christian Cage, 3,5 pour la note. Bien dommage de voir que finalement Cage a remplacé AR Fox dans ce match et qu'on l'ait déjà refait turner face hein, alors que son heel turn datait d'il y a seulement quelques semaines. D'autant plus qu'on sortait d'un très bon segment d'agression de Nick Wayne par Swerve et Fox et que ce face turn n'a strictement aucun sens en soi.
Heureusement quand même que Wayne n'ait pas accepté les excuses de Fox à Dynamite, hein, mais je trouve vraiment dommage qu'ils aient fait ça, quelles que soient les raisons extra-catch, car voilà, on parle de hit backstage envers lui, mais envers Fox, mais je pense qu'il y avait moyen de worker ça de façon bien plus, je dirais, cohérente, notamment par exemple en y mettant Brian Cage à sa place. Voilà, il y aurait moyen, je pense, il y avait moyen d'écrire ça différemment. Un match plutôt fun, hein, en tout cas dans l'ensemble, hein, où Sting a pu montrer quelques beaux restes et où Allin continue de jouer au casse-cou sans compter. J'ai trouvé Cage plutôt discret, hein, là où Swerve était bien plus présent dans l'équipe. L'équipe Allin Sting n'a jamais perdu hein, depuis qu'elle évolue à l'AEW et à l'image d'Orange Cassidy, hein, Tony Khan met en avant les gens qu'il a envie de mettre en avant en rendant invincibles des gars qui devraient perdre au moins la moitié de leur match. Et après la victoire de Cassidy, la nouvelle défaite de Swerve, même si elle ne fut pas un pin, aura constitué mon deuxième coup de gueule de ce show, hein, tellement ce gars mérite mieux que ça, et qu'ils n'ont pas su saisir l'opportunité quand elle s'est présentée hein, pour le récompenser. J'ai l'impression de parler de LA Knight hein, quand je dis ça. J'espère en tout cas que Swerve aura un titre mid-card, ça serait hyper mérité de sa part. Le match suivant, Chris Jericho contre Will Ospreay, 3,75 pour la note. Le concert de Fozzy hein, lors de l'entrée de Jericho était assez attendu, mais hélas, hein, ce fut une vraie catastrophe, hein, tellement Jericho chantait faux. Hein. Ça faisait du bien quand ça s'est arrêté, et l'entrée d'Ospreay qui a suivi a fait office de médicament hein, pour nous sortir de notre torpeur. Hein. On a pas mal usé de kick-out surprise hein, sur des finisher moves, ou des moves signatures, hein, comme le Codebreaker, le Judas Effect ou même le Stormbreaker d'Ospreay. Le match est globalement correct, hein. On est bien sûr loin des bangers dont Ospreay nous a gratifié cette année, mais face au Jericho de 2023, il était bien difficile de faire bien mieux que ça, je pense. Hein. Une nouvelle victoire de prestige hein, pour Ospreay, qui a donc réussi à battre Omega, Okada et Jericho en 2 mois, hein, excusez du peu. Il sera intéressant de voir ce qu'il fera début 2024, hein, lorsque son contrat chez New Japan aura expiré, hein. Mais à mon avis, hein, il y a de bonnes chances de le retrouver chez All Elite, hein, ça on verra. C'est donc à nouveau une victoire maison, hein, après celle de Saraya, et à nouveau une victoire très attendue. J'ai apprécié aussi le post-match hein, en termes de storytelling car il fait sens et permet de confirmer ce que disait Angelo Parker hein, lors de Dynamite 4 jours avant, à savoir que l'amitié que vous Guevara pour Jericho est à sens unique et que Jericho ne ferait sans doute pas à Guevara ce que Guevara fait pour Jericho. Ma théorie en tout cas c'était que Guevara allait finir par se retourner contre Jericho. Je croyais même qu'il allait le faire, hein, qu'il allait le faire perdre face à Ospreay. On va donc attendre de voir si ça va arriver plus tard ou non. Peut-être que lorsque le Sex Gods hein, qui se reforme là pour l'occasion, donc Jericho et Guevara en équipe qui veulent du coup aller chercher les titres tag, peut-être qu'ils vont perdre un match, hein, notamment peut-être contre The United Empire, enfin contre Aussie Open, hein, puisque on a l'impression qu'ils commencent une feud. Peut-être que Guevara va trahir Jericho à ce moment-là et rejoindre le United Empire ou peut-être à minima la Callis Family. Je pense que c'est quelque chose comme ça qui va arriver, d'autant plus qu'on a vu Guevara et Callis dans un angle à Dynamite cette semaine. Alors pour l'instant Guevara qui repousse les avances de Callis, mais à mon avis on tisse quelque chose, on plante des graines, hein. Donc à mon avis Guevara va tourner sur Jericho, ça on va suivre ça. En tout cas c'est l'une des storylines qui m'intéresse le plus avec MJF et Cole à l'AEW. On va passer maintenant au match suivant. La House of Black contre The Acclaimed et Billy Gunn, ou Daddy Ass hein, si vous préférez. 3 étoiles pour ce match. À nouveau un placement de match assez étonnant hein, pour un pré-main event, alors que j'aurais davantage vu le Stadium Stampede, hein, ou le FTR Young Bucks, ou le Jericho Ospreay à cette place-là. Très bel hommage de la House of Black à Bray Wyatt hein, lors de leur entrée, avec Buddy Matthews qui est venu avec une lanterne hein, qu'il a déposée au sol. Très belle tenue d'ailleurs, hein, beaucoup moins sombre que d'habitude, cette fois-ci blanche et dorée. J'ai trouvé ça très réussi. Beaucoup de plans hein, répétés sur Mercedes Moné durant le match, et même après le match. C'est assez étonnant, hein, vu qu'à première vue, rien ne la relie à ce match. Ce sera à suivre à l'avenir en tout cas. Clairement le second moins bon match de la soirée hein, avec le match féminin. Je n'ai pas trouvé ce match mémorable et je vais l'oublier vite. Je le sentais assez mal hein, pour la House of Black, hein, vu que The Acclaimed et Billy Gunn avaient déjà perdu contre la House of Black à Double or Nothing 3 mois auparavant et qu'on nous a dernièrement vendu une fausse retraite de Billy Gunn. Ça me fait chier pour la House of Black hein, de les voir destitués par un tel trio. Déjà que The Acclaimed avait déjà eu les titres tag il y a quelques mois de cela. J'ai pas envie de voir Billy Gunn avec un titre en 2023 quoi, c'est à l'image de Rey Mysterio d'ailleurs. Et puis le voir se dégager du Black Mass ou The End
de Malakai Black, c'est vraiment n'importe quoi. La fin de match est vraiment trop facile même pour The Acclaimed et Billy Gunn, hein, qui ont tout le loisir d'enchaîner Brody King pour l'achever, tandis que Black et Matthews font dodo à l'extérieur. J'ignore ce qui attend la House of Black à présent, hein, mais ce règne de champion trio fut vraiment décevant et assez terne au final, avec peu de présence sur les écrans de manière générale. Donc j'espère que on va retrouver tout ce beau monde un peu plus en valeur dans les semaines et les mois à venir, hein. Et on va terminer avec le main event de All In, à savoir MJF contre Adam Cole. 4 étoiles écart pour la note. Un match très attendu, hein, pour le programme de loin le plus intéressant à l'AEW actuellement. La hype était présente et le suspense pour une fois était vraiment total, car il était difficile de prédire ce qui allait se passer avec certitude. On notera le nouveau clin d'œil à Triple H, hein, de la part de MJF, hein, lors de son entrée, qui était clairement un rappel de son entrée à WrestleMania 30 avec Sasha Banks, Alexa Bliss et Charlotte Flair, hein, qui étaient alors masquées, hein, pour l'occasion, comme le furent toutes les femmes, hein, qui entouraient MJF, assis lui aussi sur un trône, hein. Un match à la narration simple, hein, mais très efficace, qui va finalement dans la suite logique de ce qui a été raconté durant les weekly précédentes. On voit un MJF qui souvent retient ses coups et n'ose pas s'en prendre à Cole, car son amitié le bride, tandis qu'à l'inverse, on voit un Adam Cole sans état d'âme, hein, et prêt à tout pour gagner, pratiquement dans un rôle de heel, ce qui va pousser encore davantage le public à soutenir MJF. Le brainbuster de Cole sur les escaliers était assez sauvage, hein, tout comme son pile driver sur la table des commentateurs, que MJF avait tenté juste avant, mais lui, justement, il a pas osé le faire, hein, il a perdu du temps et il s'est fait contrer par la même manœuvre. J'ai moins apprécié la partie overbookée du match, hein, avec ce double pin simultané qui de toute façon n'aurait jamais fini le match, et on s'en doutait. Ce double ref bump assez exagéré, ainsi que cet instant comédie avec les échanges de chaises afin de finir sur une spéciale Eddie Guerrero. Dans un match aussi important et dans un show d'une telle envergure, je pense qu'on aurait pu se passer à minima d'un ref bump sur les deux, ainsi que du spot comédie, hein. Bon, c'est un peu dommage. Et c'était prévisible, hein, de voir Roderick Strong intervenir à un moment donné, hein, et j'ai trouvé que l'écriture était bonne, hein, lors de cette fin de match, puisque comme un symbole, Cole va se faire surprendre par un roll-up de MJF, en ayant pour la seule et unique fois du match montré de l'hésitation, hein, avant d'oser frapper MJF, en l'occurrence avec la ceinture donnée par Strong. Comme si tout le château de cartes, hein, que Cole avait construit durant ce match s'écroulait, hein, en un simple claquement de doigts sur un seul moment de faiblesse. Au final, l'amitié reste forte, hein, mais elle lui aura coûté la défaite, hein, dans l'un des matchs les plus importants de sa carrière, ainsi que de l'histoire de la EW. Un bon post-match, hein, également, durant lequel on échange les rôles avec MJF qui, cette fois-ci, offre son dos à Cole, hein, en pensant qu'il allait le frapper avec la ceinture, mais finalement il n'en sera toujours rien, et l'amitié va rester forte, hein, contre vent et marée, comme je le disais, et à nouveau, grand dame de Roderick Strong. Finalement, ce match rappelle pas mal ce à quoi la Bloodline nous a habitués ces derniers mois, hein, du storytelling à foison, de l'overbooking à base de ref bump et du drama, avec de bons clins d'œil à des choses déjà vues dans le passé durant le build-up. 4 écarts donc pour un match pas forcément énorme, je dirais, d'un point de vue in-ring, mais son storytelling a largement compensé ça, même si on a quand même vu aussi de très bonnes choses, hein, dans le ring, bien plus que ce que peut nous proposer Roman Reigns en comparaison, hein, bien entendu, hein. Un post-match qui donne envie, en tout cas, de voir comment l'histoire va continuer, et j'espère qu'on verra d'autres histoires aussi accrocheuses à l'AEW comme à la VVE en particulier, car la période n'est pas des plus fastes actuellement. Voilà donc pour All In, j'en ai terminé. On va passer maintenant directement à la review de Payback, et de la même façon, je vais vous présenter le poster avec la note globale du pay-per-view. C'est parti, voilà. 3 étoiles, c'est la note que j'ai donnée à cette édition de Payback. C'était le pay-per-view de la VVE qui me hypait le moins, hein, depuis le début de l'année, et je n'ai vu ni plus ni moins que ce que j'attendais, à savoir un show ok, sans plus, peu palpitant, au doux parfum de filler. Si le Steel Cage match, le Street Fight et le main event ont su élever le niveau général de ce pay-per-view, le reste du show a tout de même donné l'impression de regarder une weekly, hein, avec un segment Grayson Waller Effect au milieu de tout ça, et un John Cena venu cachetonner, hein, pour faire du remplissage en attendant que la grève des scénaristes ne se termine, et histoire de donner un peu de star power à ce show de transition.
On notera tout de même deux moments qui sortiront du lot, à savoir le retour surprise de Jey Uso qu'on n'attendait pas du tout lors de ce show, ainsi que la prise de titre, des titres tag par le Judgment Day qui va permettre de continuer à écrire leur ascension dans les weekly à venir, en dépit des quelques tensions existantes. Un public également peu au rendez-vous dans ce show malheureusement, à l'image de SummerSlam. Seuls les matchs à stipulation sont parvenus à les réveiller quelque peu. Finalement, si on avait été à Extreme Rules, avec que des matchs à stipulation proposés, peut-être aurions-nous davantage entendu le public s'exprimer, mais bon, ça on ne le saura jamais. Un show que je qualifierais d'honnête, mais globalement peu emballant, malgré 3 bons matchs, et je n'étais pas assez investi pour pouvoir donner plus de 3 étoiles à ce petit pay-per-view qui finira dans le bas de tableau des moins bons pay-per-view proposés par la WWE cette année. Voilà, on va passer maintenant au graphique récapitulatif avec toutes les notes que j'ai données aux différents matchs. Voici le graphique. Donc 3 étoiles, c'est la note globale. L'opener Becky Lynch contre Trish Stratus, j'ai donné 3,75. LA Knight contre le Miz, 3 étoiles 1 quart. Mysterio contre Theory, 3 étoiles. Owens Zayn contre Balor et Priest, 4,5 pour moi le match de la soirée. Ripley contre Rodriguez, 2 étoiles 75 pour moi le moins bon match de la soirée. Et enfin le main event entre Rollins et Nakamura, j'ai donné la note de 3,75. Voilà, maintenant on va rentrer dans le détail des matchs, en commençant par l'opener, à savoir Becky Lynch contre Trish Stratus, donc dans un steel cage match, 3,75 pour la note. Un bon choix d'opener, au vu de la performance réalisée, je pense. Honnêtement, malgré le peu d'intérêt que je portais à cette rivalité, qui n'avait que trop duré, je pense que les deux femmes nous ont proposé le meilleur match possible. On a senti la haine entre les deux femmes et l'envie d'en découdre. Il y a eu du suspense. On s'est pas laissé aller à la facilité de toujours vouloir s'évader de la cage pour gagner. On a eu aussi plusieurs tentatives de tomber. La cage a aussi pas mal été utilisée pour faire mal à son adversaire. On verra d'ailleurs que le front de Trish Stratus a bien été atteint. On a eu de gros spots comme Stratus qui tombe la tête en arrière après s'être accroché les jambes au sommet de la cage, suivi d'une énorme superplex de Becky. 2 hommages sympathiques aux légendes avec le Widow's Peak de Victoria porté par Trish Stratus, suivi du Twist of Fate de Lita porté par Becky, permettant de rappeler que Lita et Victoria en leur temps se sont affrontés dans le tout premier Steel Cage match féminin de l'histoire, et c'était il y a 20 ans de cela. Et enfin le Superman Slam de Becky qui lui assurera la victoire, alors que Zoe Stark était intervenue plus tôt dans le match sans la moindre surprise, en pénétrant dans la cage, mais sans obtenir les effets escomptés. On pourra noter aussi que Lita aura brillé par son absence, ce qui est une petite surprise pour ma part, car elle ne s'était toujours pas vengée de l'attaque de Trish d'une part, et puis d'autre part, parce que ce Steel Cage match semblait le moment parfait pour revenir, histoire de faire un clin d'œil à son précédent retour, qui avait eu lieu durant un Steel Cage match entre Bayley et Becky. Becky n'aura finalement eu aucune amie durant toute cette rivalité, c'est tout de même bien triste, mais je pense qu'un Trish contre Lita peut être encore possible en 2024, après leur tout premier main event féminin d'Euro en 2004, histoire de fêter les 20 ans. Même si je suis pas hypé par cette perspective. On notera aussi que Zoe Stark va se débarrasser de Stratus avec un Z316 après le match, signant probablement la fin de leur association. Alors même si on avait eu 2 signes avant-coureurs lors du dernier Raw, j'ai trouvé cet angle de rupture assez brutal, comme si on voulait précipitamment changer d'orientation dans les décisions de booking. On verra si Stark part vers un face turn ou non, c'est encore un peu tôt pour le dire, et on notera aussi, comme il avait été indiqué plus tôt dans la soirée, la présence de Tiffany Stratton, qui n'est pas une surprise, puisque un début de programme avec Becky Lynch avait été lancé à NXT il y a quelques jours de cela, et qui a été confirmé par une interaction backstage un peu plus tard dans la soirée, et qui permettra sans doute de continuer à occuper Becky avant de la mettre sur replay avec le titre NXT en toile de fond, seul titre qui manque au palmarès de Becky, puisque l'histoire c'est que Stratton a cité un peu les anciennes championnes comme Bayley, comme Charlotte notamment, et qui elle prend la suite des anciennes championnes, et elle avait cité aussi Becky Lynch comme une ancienne championne, et voilà, donc elle en avait reparlé ensuite sur les réseaux sociaux, en promo à NXT, et sur les réseaux sociaux Becky avait quand même dit oui, championne NXT, mais pas encore.
Enfin, pas champion NXT, mais pas encore. Donc voilà, à mon avis, il y aura un match entre les deux, peut-être à No Mercy, peut-être pour le titre, ce qui va occuper Becky du coup encore un peu plus longtemps. Mais voilà, pour le Becky contre Rhea, on attendra sans doute un Big Four, ce qui est normal à mon sens. Bref, j'ai passé un assez bon moment dans ce match, hein, c'est plutôt une bonne surprise. Je pensais pas forcément à voir un match aussi bon. Si on avait pu s'éviter le double count-out à Raw, et passer directement à ce Steel Cage match, hein, pour le mettre à SummerSlam, bah, ça aurait largement relevé le niveau du pay-per-view, hein, surtout si ce match avait remplacé l'horrible MMA Rules match, hein, qu'on a vu. Bref, c'est vraiment dommage, hein. Bon, on va passer maintenant au match suivant. LA Knight contre le Miz, 3 étoiles écart pour le match. On a appris durant le kick-off, hein, que John Cena sera l'arbitre spécial de ce match. On voit bien que c'est la grève, hein, des scénaristes et que Cena est au chômage technique, hein. Du coup il aura servi d'arbitre, mais aussi d'intervieweur, hein, durant le show, hein, pour rappeler un peu sa gimmick de Lance Catamaran à South Post Regional Wrestling, hein, pour ceux qui ont déjà vu ce programme assez humoristique sur le network. Assez particulier, mais faut l'avoir vu. Un face-à-face entre le Miz et Cena, hein, qui fera plaisir aux nostalgiques, hein, de leur rivalité, et qui a encore une fois été l'occasion de lancer quelques pics, hein, notamment de la part du Miz. Sinon, je n'ai pas grand-chose à dire, hein, ce match qui était ni plus ni moins ce que j'attendais, à savoir un pur match de weekly entre deux hommes bien plus intéressants au micro que dans un ring. Un peu d'interaction avec Cena des deux côtés, hein, histoire de montrer que Cena sait être impartial et imposer son autorité. Alors, il y aura tout de même eu un moment où les deux hommes seront au sol et où Cena ne fera pas du tout le compte de 10 réglementaire. Bref, le Miz aura eu ses phases de hit, hein, mais finalement LA Knight va s'imposer fort logiquement avec son BFT de façon clean. Le match était là. Voilà, c'était un match quoi, qu'on aurait largement pu voir à Raw ou à SmackDown, hein, vu son niveau. On va dire que c'est la seule présence de Cena qui lui vaut sa présence en pay-per-view. Un match que j'ai même trouvé un peu trop long. Un quart d'heure en pay-per-view pour ces deux-là, c'est bien trop. Ça mériterait pas plus de 10 minutes. Je pense que la rivalité s'arrêtera là. Le but était de mettre Knight over le plus possible. Maintenant, faudrait vraiment le faire monter, quoi, et le mettre sur un titre intermédiaire, hein. Reste à savoir lequel. Peut-être plus le titre US. Je le disais dans mon dernier morceau catch, hein, que je voyais pas plus de 3,5 à ce match. Et ben en effet, hein, j'ai mis 3 écarts, hein, ça ne mérite pas, à mon avis, davantage. Le match suivant, Rey Mysterio contre Theory pour le titre US. 3 étoiles pour le match, pour la note. À nouveau, hein, j'ai trouvé que ce match bien terne, hein, est totalement weeklyesque. Il n'y a rien eu de bien intéressant à souligner, hein. On a eu un Rey Mysterio au petit trou et un Theory qui semble avoir atteint son plafond de verre avec un catch bien trop limité, hein, qui demanderait à être étoffé par quelques prises bien à lui. On a l'impression de voir les mêmes matchs avec lui, hein, d'ailleurs. Le public était assez calme, hein, pendant ce match et ça se comprend. La séquence finale était par contre plutôt bien réalisée, hein. Il y avait eu le 619 de Mysterio, la tentative de splash, contrée des deux genoux par Theory, qui ensuite tente son 8 down, mais c'est contré par un victory roll, donc un roll-up de Mysterio pour la victoire. Donc un finish totalement clean, hein, pour un match sans saveur. Pas de surprise, hein, donc quant au résultat, je ne voyais pas Theory reprendre son titre. D'autant plus que comme je le disais dans ma précédente vidéo, j'ai pas la sensation que Triple H l'apprécie des masses. On a vu que c'était surtout un projet de Vince, hein, mais que depuis son absence, la mise en avant de Theory est bien moins au rendez-vous. Cette conservation du titre va sans doute permettre d'avoir une revanche, hein, entre Escobar et Mysterio, maintenant qu'Escobar était nouveau apte in kayfabe, ce qui permettra de refaire le match qui s'était mal terminé, hein, suite à la blessure de Mysterio durant le tournoi pour le titre US, hein. Et quant au heel turn d'Escobar, on verra bien s'il aura lieu ou non, même si pour le moment on n'a pas l'air d'en prendre le chemin, hein. Le match suivant, Kevin Owens et Sami Zayn contre Balor et Priest, dans un Steel City Street Fight. 4 étoiles et demie pour la note. C'était le seul match, hein, dont je ne vous avais pas parlé dans ma vidéo pronostic, hein, puisqu'il a été ajouté lors du dernier Raw. Et c'est plutôt logique, hein, de voir le Judgment Day impliqué dans un match, hein, vu que le poster du pay-per-view représentait tout de même l'entièreté du clan. Un match qu'on a l'impression d'avoir déjà beaucoup vu à Raw, hein, mais cette fois-ci on a ajouté une stipulation, donc à savoir un Steel City Street Fight, vu que l'on se situe à Pittsburgh. Et forcément un match sans disqualification pouvait laisser entendre qu'on aurait des interventions, hein, de Dominique, de JD McDonough, voire de Rhea Ripley. Eh bien, on les aura tous les trois vus, hein, au final. Joli hommage à Terry Funk, hein, de la part d'Owens avec le t-shirt à son effigie qu'il va exhiber en début de match.
Un match vraiment très animé, s'apparentant quelque peu un Anarkins et Arena match, avec un parfait respect de la stipulation, car on aura vraiment vu pas mal d'accessoires utilisés, comme des chaises, des tables, des kendo sticks et des poubelles. Sans oublier aussi d'aller dans le public, histoire de continuer à se mettre sur la gueule. Un spot assez marrant aussi à souligner lorsque Zayn et Owens reviendront avec la tenue de hockey des Penguins de Pittsburgh pour le fan service, avec Owens qui ne se sera pas loupé sur son blading au front au passage. Dom viendra faire le surnombre pour la hit avant de se faire annihiler par Owens avec une énorme Swanton Bomb depuis le sommet d'un balcon et que n'aurait pas renié Jeff Hardy, même si Owens s'est sans doute fait mal sur la réception. JD McDonough interviendra ensuite de façon prévisible pour sauver un pin de Zayn sur Priest en tirant Zayn à l'extérieur avant de le projeter contre le poteau, ce qui lui vaudra d'être projeté à son tour violemment par Owens contre la table des commentateurs. Rhea Ripley interviendra dans la foulée avec un spear inattendu sur Owens contre la barricade qui va s'écrouler. C'était moins certain que l'on verrait Rhea au vu de son match de championnat prévu plus tard, mais finalement elle aura aussi apporté sa pierre à l'édifice et le finish est intéressant car Sami Zayn est sur le point de gagner après un Helluva Kick sur Balor, mais au dernier moment Dom revient avec un coup de mallette sur Zayn, ce qui permet à un Balor inconscient d'aller faire le pin victorieux sur Zayn. Balor et Priest sont donc les nouveaux champions tag incontestés, ce qui permet au Judgment Day d'être entièrement paré d'or et à Finn Balor de devenir le 17e Grand Slam Champion de l'histoire, car il ne lui manquait plus que les titres tag pour obtenir ce titre honorifique, donc bravo à lui, et très franchement j'aurais fait le même pronostic, car le momentum d'Owens et Zayn était moins important par rapport à Mania, et puis depuis qu'ils ne sont plus reliés à la Bloodline. Rhea Ripley avait dit à Raw aussi qu'en cas de défaite, il faudrait changer les choses, ce qui peut permettre de mieux comprendre aussi pourquoi elle est intervenue, et puis d'ailleurs tout le monde est intervenu, ce qui peut peut-être aussi montrer que finalement l'unité est présente au sein du Judgment Day. Mais voilà, ce message, en tout cas ce message fort de la part de Rhea lors du dernier Raw, franchement j'ai senti que ce serait un gros écran de fumée de voir un peu le clan en danger, comme la VVE aime souvent le faire, on l'a vu aussi avec la Bloodline, et à un moment où l'on croit que le clan est au bord de l'implosion, on nous surprend avec une prise de titre, et puis l'inclusion de McDonough dans le build-up permettait justement à celui-ci de faire ses preuves et de faire changer d'avis les autres membres du Judgment Day en dehors de Balor quant à sa légitimité au sein du clan. Donc pour toutes ces raisons-là, le changement de titre me paraît logique et pertinent et permettra de continuer l'histoire au sein du clan avec un JD McDonough qui va finir par être intégré, sans bien entendu oublier d'autres moments de tension qui vont survenir, notamment lorsque Damien Priest va devoir cacher sa mallette pour de bon, et l'on constatera que mine de rien, Dom ressort comme le héros du clan en ayant donné le coup de mallette victorieux, mais aussi en ayant distrait plus tard Raquel pour permettre à Rhea de s'imposer, tandis qu'on pourra aussi constater que Finn Balor apparaît de plus en plus comme le maillon faible du groupe, car sans cette intervention de Dominique, il aurait à nouveau essuyé une défaite. Du coup, ça ouvre vers pas mal de perspectives intéressantes du côté du Judgment Day dans les weekly à venir. En tout cas, ce fut un vrai bon match, de loin le meilleur du show et sans doute l'un des meilleurs qu'on ait vu à la VVE cette année. Un vrai bordel, bien divertissant, sauvage et à rebondissement. Bref, tous les ingrédients d'un street fight réussi. Voilà pourquoi j'ai donné cette note élevée de 4,5 à ce match. Quelques mots aussi sur le Grayson Waller Effect avec Cody qui était invité. Après quelques amabilités échangées entre Waller et Cody, Cody va nous sortir un gros scoop avec l'arrivée assez inattendue de Jey Uso drafté du côté de Monday Night Raw. Donc il quitte déjà la section alumni. Faut reconnaître qu'il était quand même bien difficile de prédire un tel événement dans ce segment. Le fait que ce soit Cody en plus qui annonce cela n'est à mon avis pas le fruit du hasard, ça semble indiquer, ça semble aller dans le sens d'un Cody contre Reigns à Mania 40 pour que Cody en finisse avec sa putain d'histoire et mette enfin un terme au règne interminable de Reigns, tandis que Jey Uso et Jimmy Uso pourraient bien s'affronter de leur côté également à Mania 40. Je me suis dit aussi que vu que Gunther va battre bientôt maintenant la semaine prochaine le record du Honky Tonk Man pour le titre intercontinental, Jey Uso pourrait aussi constituer un bon adversaire pour Gunther pour venir mettre fin au règne record de Gunther afin de le remercier peut-être pour tout son travail entrepris dans la storyline de la Bloodline.
C'est peut-être aussi ça l'objet. Hein. On verra bien quelle orientation sera prise, mais cette annonce surprise aura au moins permis à ce segment d'aboutir à quelque chose, vu que je ne suis pas très fan des segments de ce genre dans un pay-per-view à la base. Hein. On va passer maintenant au match suivant. Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez, 2 étoiles 75 pour la note. Je ne m'attendais pas à des miracles dans ce match, mais les deux bons matchs que Ripley et Raquel nous avaient offert du temps de NXT m'avaient tout de même donné envie de rester optimiste. En fait, ce match m'a pas mal posé problème au niveau du faible rythme qu'on aura observé du début à la fin. Pour une rivalité censée aboutir à une véritable explication entre femmes fortes, je n'ai pas constaté dans ce match une réelle envie d'en découdre comme on a pu la voir notamment entre Trish et Becky, ou alors simplement par intermittence en tout cas. C'était globalement mollasson et les moves ont souvent manqué d'impact, j'ai trouvé. Sans compter le fait que Raquel n'est pas des plus habiles dans le ring. On atteste sa pendaison de Rhea sur les cordes, pauvrement exécutée. De plus, en dehors de ce problème de rythme constaté, j'ai trouvé dommage que la blessure au genou gauche de Raquel, qui avait fait partie intégrante du build-up vers ce match, n'ait pas été exploitée plus que ça. Hormis tardivement dans le match, lorsque Rhea a profité d'une mauvaise réception de Raquel pour venir lui balayer la jambe gauche et enchaîner avec son Prison Trap. Cette séquence était bonne en soi, hein, là pour le coup en termes de storytelling c'était bien, mais j'aurais davantage apprécié ce match si Rhea s'était acharnée, en bonne heel qu'elle est, sur ce genou gauche dès le début du match, afin d'en faire un fil rouge et provoquer la hit, à l'instar par exemple de Nakamura avec le dos de Rollins, quoi, un vrai travail scientifique. Et puis le selling de Raquel au genou n'était franchement pas à la hauteur, ça aussi c'est un point négatif supplémentaire à mettre au passif de ce match. L'intervention de Dominique ne m'a pas gêné en soi car elle est prévisible et permet aussi d'accentuer le fait que Dominique est vraiment le héros de la soirée, comme je le disais tout à l'heure, et que le Judgment Day est un clan à qui l'on doit bon nombre de ses victoires sur des tricheries diverses. Donc finalement c'est un finish qui est cohérent par rapport à ce que nous offre le Judgment Day ces derniers mois. Hein. Et de toute façon il fallait bien que Raquel soit protégée dans la défaite, ce qui rendait cette intervention de Dom légitime. Je craignais justement un finish discutable, hein, et ce genre de finish pourrait bien justifier une revanche avec une stipulation à la clé, peut-être en bannissant du ring Dominique et tous les membres de Judgment Day, ce qui permettrait aussi de continuer à occuper Rhea en attendant le rétablissement de blessure de Shayna Baszler, puis le retour en force de Becky en 2024 d'après moi. Hein. Voilà un peu comme je vois le programme des mois à venir pour Rhea. 2 étoiles 75 au final pour ce qui fut pour moi le moins bon match de la soirée, hein, pour toutes les raisons que j'ai déjà invoquées, et de loin le moins bon match des 3 confrontations déjà vues entre Rhea et Raquel à la VVE. Hein. Et on va passer maintenant au dernier match, hein, le main event. Rollins contre Nakamura, 3 étoiles 75 pour la note. Très beau clip d'avant-match en mode manga de la part de Nakamura qui rappelle rapidement les enjeux du match et cette blessure au dos de Rollins dont on a vite compris qu'il constituerait un élément important de ce match. A noter que le thème de Nakamura est inchangé, il reste son thème face malgré son heel turn. Ça m'a quelque peu surpris. On notera aussi la présence ringside du Great Muta, Kenji Muto, nouveau Hall of Famer de la VVE et dont on avait appris plus tôt dans la journée sa présence à Pittsburgh, donc on savait qu'il était là. Un simple échange de bons procédés, après que la VVE ait autorisé Nakamura à aller affronter le Great Muta au Japon, à la Noah, lors de sa tournée d'adieu en tout début d'année. Un match un peu particulier, je dirais, qui donnait un peu l'impression d'être à la New Japan finalement, avec ce travail acharné de Nakamura sur le dos de Rollins, comme on pouvait s'y attendre, ce qui permettait d'instiller à ce match une dose de drama et de storytelling, comme la New Japan justement nous y habitue régulièrement, car si ce dos affaibli de Rollins n'avait pas été intégré dans la storyline, les prises de risque de Rollins pouvant affecter son dos seraient passées complètement inaperçues auprès du public. Tandis qu'ici, au contraire, chacune de ces prises de risque était susceptible de nous mettre mal à l'aise, nous faire grincer des dents, voire de nous inquiéter pour la santé de Rollins. Donc ça change tout en fait en termes d'investissement. Et un peu à l'instar du match précédent, le rythme n'était pas des plus intenses, mais de toute façon avec Nakamura, faut pas s'attendre à un match qui part dans tous les sens. Le public était également assez calme,
à l'image du pay-per-view d'ailleurs, et c'est bien dommage, hein, comme si finalement ce match, malgré l'effort fourni pour tenter de nous investir d'un point de vue émotionnel, n'avait pas suffi à nous enthousiasmer davantage pour ce match, d'autant plus qu'il était peu probable hein, que Nakamura prenne le titre, il faut bien le reconnaître. Mais on aura vu de belles choses hein, tout de même, notamment cette grosse projection de Rollins de la part de Nakamura qui vient se réceptionner durement sur la table des commentateurs, donc à nouveau pour nous faire grincer des dents hein, avec cette réception sur le dos, ou bien le landslide de Nakamura hein, depuis la 3e corde, très bien exécuté. On appréciera aussi au passage hein, le très beau frog splash de Rollins depuis la 3e corde qui pourrait s'apparenter au high fly flow hein, d'Hiroshi Tanahashi, ou bien le Rainmaker hein, de Rollins, très inspiré par celui de Kazuchika Okada. Donc du bon storytelling également, alors, lorsque Nakamura coincera Rollins dans son triangle et que Rollins va tenter de se dégager. Mais son dos en vrac fait que il va s'écrouler hein, dans la foulée. Donc là c'est du bon travail de ce côté-là. Le curb stomp victorieux de Rollins paraît un peu sortir de nulle part, mais il ne décrédibilise pas pour autant Nakamura dans la défaite, hein, loin de là. 26 minutes, hein, c'est tout de même bien long pour ce main event. Le tout premier d'ailleurs dans un pay-per-view pour Nakamura. C'est possible qu'ils aient voulu aussi rendre hommage à la New Japan hein, à travers cette longue durée, hein, dans un match qui n'impliquait pourtant pas la Bloodline pour une fois. 3 étoiles sur 75 donc pour ce match qui est sans doute le meilleur match entre les deux parmi tous ceux qu'ils ont déjà disputé à la VVE, mais un match qui reste tout de même assez particulier et à part par rapport aux produits VVE typiques, un match qui était lent, long, méthodique, psychologique, voire angoissant hein, par moments, mais qui hélas n'a pas su véritablement embarquer un public américain, je dirais peu habitué à ce genre de combat. A noter tout de même qu'on aura vu sur les réseaux sociaux Nakamura venir attaquer Rollins après le show, ce qui laisse entendre que la feud va continuer encore pour un temps, malgré le finish clean hein, du match. Mais attention hein, justement à ce que le dos affaibli de Rollins ne le trahisse pas à l'arrivée et ne lui coûte le titre. Hein, il suffirait que Nakamura s'acharne encore sur son dos lors d'un épisode de Raw et que Damien Priest débarque. Soit déjà aux aguets pour venir ramasser les miettes provoquées par un Nakamura assoiffé de vengeance. C'est tout l'intérêt en tout cas des prochains épisodes de Raw à mon avis. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur Payback et voilà comment je vais clôturer cette vidéo avec cette double review. Donc 3 quarts d'heure, ça me semble plutôt correct comme durée pour faire cette double review. En tout cas j'espère que vous m'écouterez au plus grand nombre et que vous me soutiendrez en likant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Le prochain rendez-vous ce sera le 1er octobre, pile le 1er octobre pour faire les pronostics. Donc ce sera le Manso Catch hein, évidemment, le numéro 21 et je ferai les pronostics de Fastlane qui va avoir lieu le 7 octobre et je ferai bien sûr un point sur le top 5 bien sûr des matchs que j'ai préférés en septembre comme d'habitude. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et pour votre écoute. Portez-vous bien, très bon mois de septembre, on se retrouve très bientôt. Regardez un maximum de catch, profitez de votre passion et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et zéro.